Alors juste pour rappeler un petit peu le cadre de l'exposition, Percolaris, pas tout à fait un collectif, c'est des artistes qui ont été réunis, parce qu'ils ont des problématiques de travail on va dire, en commun. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est du coup de monter une exposition où des œuvres qu'ils avaient réalisées viennent se confronter là, dans un espace. Et en parallèle de l'exposition, ce qu'on a décidé de faire pour Arrondi, c'est de profiter de ce lieu qui nous était donné pour voir si on arrivait un peu à percoler ensemble, d'où le titre de l'expo. Et donc ça se traduit par un temps de résidence qui a lieu du lundi, pendant les horaires de fermeture de la galerie. Et chaque thématique qu'on va développer, donc la technoesthétique, la natrificialité, la propagation et la science-fiction, vont faire l'objet chaque semaine, le samedi donc à 18 h, d'un événement autour de ces notions-là, où on invite quelqu'un voilà, à venir nourrir un petit peu cette réflexion. Alors donc les œuvres que vous avez peut-être vues dans l'expo, elles ont toutes le point commun d'avoir un lien fort avec la technique. Donc une technique qui va être soit la technique des machines, avec le travail d'Émile et de ses perles artificielles. Ça va être les techniques scientifiques, avec le travail de Dominique, le lien. Et puis ça va être aussi un geste technique plus simple, un geste artistique dans le travail de Damien, dans le travail de Jeanne également. Et une technique aussi qui met en vie l'œuvre, ça on va le retrouver un peu dans plusieurs pièces aussi, et notamment les pièces de Guillaume que vous voyez ici. Ce qui va nous intéresser, c'est que cette technique, elle est toujours au service d'autre chose qu'elle-même, c'est pas simplement un moyen. L'idée, c'est qu'elle nous emmène voilà, dans une expérience esthétique. Et c'est une technique qui va mettre en action la matière, qui est un peu la deuxième thématique qu'on retrouve dans cette exposition. Et en ce sens, puisqu'il y a ce lien avec la matière, la technique, elle nous déplace un peu ailleurs, dans une expérience qui peut être une expérience ontologique, une réflexion philosophique, etc. Et c'est pour ça que la notion de technoesthétique qui a été alors esquissée, Ludovic vous en parlera mieux par Gilbert Simondon, qui est un peu dans cette logique de dédiabolisation de la technique et d'essayer de renouer le lien entre l'individu et la technique, résonnait fortement pour cette exposition. Alors ce concept, il n'a pas été vraiment développé à partir de là. Et actuellement, Ludovic est un des grands spécialistes de la question de la technoesthétique. J'essaye, c'est gentil. Et donc on a l'honneur de l'accueillir ce soir, et il va essayer de rendre un peu moins obscure cette notion. Voilà, et vu que c'était spécialiste, on s'est dit on va pas faire de programme, on va lui laisser carte blanche. Et donc peut-être je vais te laisser présenter tes invités. Merci infiniment, Lia, pour ton invitation. C'est vrai que j'ai rencontré Lia il y a quelques mois seulement, et au cours d'un colloque que j'organisais, une journée d'études plus précisément, à Tourcoing au Fresnoy. C'est une institution qui est à la fois une école, un lieu d'exposition et de recherche. Et c'était dans le cadre d'un cycle de journées d'études que j'organisais qui s'intitulait La réticulation du monde. Donc réticulation, c'est le devenir réseau. Et ça se trouve à toutes les échelles du monde réel, aussi bien à l'échelle microscopique qu'à l'échelle macroscopique, des cristaux jusqu'à nous et au monde social. Et il se trouve que dans ce cadre-là, j'invitais systématiquement des scientifiques, des chercheurs en sciences humaines, des artistes et des designers. Et le dernier épisode qui a donc eu lieu en 2016, en novembre, avait pour thématique les réseaux du vivant. Et donc j'avais besoin de bioartistes et de biodesigners. Et à cette occasion, j'ai donc rencontré Lia. On avait discuté un peu auparavant par mail, notamment de cette notion de technoesthétique, dont je vais vous parler ce soir. Oui. Et comme elle a pu le dire, mon travail de recherche depuis au moins 2008 vise à prolonger l'œuvre d'un philosophe français qui était très peu connu jusqu'à présent, mais qui, depuis les débuts des années 2000, commence à avoir une certaine notoriété, y compris un certain effet sur la manière de penser, sur la manière d'œuvrer
puisque le monde artistique, le monde du design, le monde de l'architecture s'en empare. C'est en vérité une redécouverte, parce que Gilbert Simondon, philosophe français qui est né en 1924 et qui est mort en 1989, et donc contemporain des philosophes très connus, même dans le monde de l'art, par le grand public, à savoir Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, ce qu'on a appelé aussi la French Theory outre-Atlantique, mais il n'en a jamais fait partie, ni n'a jamais été repéré comme étant important, aussi important que tout cela. On pourrait ajouter Foucault, Lacan, etc. Il est strictement contemporain de tous ces gens-là. Et il n'a pas eu du tout le même retentissement, à part un ouvrage qui a été salué dès sa sortie, dont il va être question en grande partie aujourd'hui, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Cet ouvrage a paru en 1958. Il a eu vraiment un certain écho comme vraiment une grande philosophie de la technique, et peut-être la première grande philosophie de la technique au-delà de Marx, qui était considéré comme le premier grand philosophe penseur de la technique. Et il n'empêche qu'il a complètement révolutionné, et à tel point il a révolutionné la philosophie de la technique que sa réception a été une réception de salut. C'est formidable, ça va renouveler, mais les effets se sont fait attendre, et sa réelle réception a commencé à la fin des années 90 grâce aux chercheurs belges comme Gilbert Hautois, qui a été l'auteur du premier ouvrage sur Gilbert Simondon, et ensuite Pascal Chabot, qui a écrit un petit livre, La philosophie de Simondon, qui lui a permis d'avoir un certain succès aux éditions Vrin. Mais c'est surtout autour de Jean-Hugues Barthélemy, qui a écrit la première thèse de grande ampleur pour essayer de faire connaître ce philosophe et la complexité, mais aussi la fécondité de sa pensée, qui a permis comme ça une réelle redécouverte au début des années 2000. Et enfin a commencé l'édition complète de son œuvre, sachant qu'elle avait été extrêmement dispersée et très peu accessible, puisqu'il n'avait pas porté un grand souci à cet enjeu-là de son vivant, en tout cas dans les faits. Il n'a pas cherché à avoir une édition aussi bien constituée que ceux dont j'ai parlé auparavant, Derrida, Deleuze, etc. Mais c'est aussi sans doute parce que la profondeur et la grande invention de sa pensée attendaient sa réception par rapport à une transformation de l'époque. Et on a tendance à penser, nous les spécialistes de Simondon, qu'il est aussi reçu aujourd'hui, et ça n'est pas par hasard, c'est parce que la part de la technique dans notre existence est devenue centrale, aussi bien dans l'existence ordinaire du travail, avec la robotisation, qui certes n'est pas neuve, mais qui se systématise, se généralise et va peut-être totalement remplacer tous les emplois tels qu'ils sont définis aujourd'hui. Je suis loin d'être le seul à en parler, évidemment. La question du machinisme industriel, de l'automatisation, date déjà non seulement des travaux du début du siècle de Taylor et les autres, mais le travail sur les conséquences sur les ouvriers, sur l'emploi, a commencé avec la sociologie du travail de Friedman et d'autres, qui est juste post-Seconde Guerre mondiale. Donc il y a quand même un travail ancien qui a précédé, mais on en prend vraiment conscience tous aujourd'hui parce que nous sommes aussi en permanence équipés, suivis, entourés. On vit désormais parmi les machines, autant qu'on vit parmi les hommes, parmi les animaux. Et il est vrai qu'on peut le ressentir comme une angoisse extrêmement pesante et qui pourrait susciter le rejet. Et d'ailleurs, c'est une attitude qu'on peut tout à fait comprendre. Ou alors une forme de technophilie un peu idiote qui consiste à adopter tous les derniers gadgets qui apparaissent et aller dans la fuite consumériste d'accumulation de telle version de logiciel, de tel iPhone qui vient de sortir. Et quand vous voyez les files d'attente délirantes devant les boutiques de vente de smartphones lorsque le dernier iPhone sort, on a de quoi s'inquiéter en effet de ce que la technique est capable de provoquer sur nous. Mais est-ce vraiment la technique ou est-ce l'économie qui est en jeu ? Et l'un des traits fondamentaux de la pensée de Simondon, c'est d'avoir mis entre parenthèses la dimension économique de la technique, ou plutôt ce que l'économie fait à la technique, ce que l'économie impose à la technique, à savoir qu'elle soit instrumentalisée pour autre chose que ce qu'elle n'est. Et ça, c'est extrêmement important parce que le fait de penser la technique pour elle-même, et non plus en fonction des finalités humaines, pratiques ou économiques,
eh bien, ça permet d'aller la penser pour elle-même en tant que fonctionnement. Et ça, c'est l'un des termes fondamentaux chez Simondon, l'enjeu du fonctionnement. Parce que le fonctionnement, ce n'est pas l'usage. L'usage, vous pouvez très bien prendre un ordinateur et je vous fracasse le crâne avec, ça s'appelle une arme par destination. Et c'est par accident qu'elle me sert d'arme, mais en vérité, son fonctionnement n'a rien à voir avec cet usage. Vous avez des usages qui correspondent au fonctionnement, comme faire du traitement de texte. Vous avez des usages qui n'ont pas de rapport direct avec le fonctionnement. Et le fonctionnement implique aussi la relation et la genèse, qui sont les deux grandes notions que Simondon mobilise, donc genèse et relation, qu'on retrouve partout dans son œuvre. Et il est vrai que tous ces éléments-là se retrouvent dans le terme de technoesthétique. Mais avant d'en parler plus précisément, je suis contraint de vous dire que toute condition de prise de parole, ou plutôt toute prise de parole, est conditionnée technoesthétiquement. Ça veut dire que la technoesthétique n'est pas un mode particulier, un style, par exemple, d'existence, ou une manière de faire des œuvres, ou quelque chose qui nous serait imposé par une certaine économie à un moment du temps. C'est véritablement la condition d'existence de l'être humain. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le pose. À savoir que quand on parle, on apporte son corps. On apporte son corps, c'est-à-dire ses sens et sa sensibilité, bien évidemment. On émet des signaux sensibles qui sont visibles, qui sont audibles. Mais en apportant son corps, on apporte aussi la technique. Et ça, c'est moins évident. Comment on apporte la technique? On l'apporte d'abord parce que les postures, les manières donc de se tenir, la gestuelle, la parole, tout cela est toujours déjà technique. Alors ça peut être technicisé au sens où la technique vient se greffer sur le corps ou à l'intérieur du corps, mais c'est toujours déjà technique en un sens plus organique que cela. Dans le sens où les modes de posture, les gestuelles, sont acquises, sont apprises. En vérité, il suffit d'apprendre à marcher, ça nous semble extrêmement naturel pour nous les êtres humains. Notre anatomie nous le permet, c'est le processus d'hominisation avec la bipédie stricte, mais en vérité, nous l'apprenons ou nous le réapprenons. Et il suffit de mettre des talons quand on est une femme, par exemple, ou un homme, si on a envie de porter des talons assez hauts, et on se rend compte qu'on doit réorganiser complètement son corps, redisposer l'ensemble de ses sensations, réorganiser même son schéma mental de représentation du but à atteindre en marchant, qui fait qu'on réorganise techniquement son corps. De même, la parole est technique à bien des égards. D'abord parce que c'est une technique du corps que de parler. On a certes tous un appareil phonatoire sur le plan organique, on a tous une mâchoire mobile et puis une langue qui peut se distribuer dans la bouche dans des configurations multiples, mais en vérité, tout cela, par l'acquisition, la langue, c'est une acquisition proprement technique. C'est un ensemble c'est une chaîne opératoire qui s'organise, et il suffit pour cela d'apprendre tardivement une langue étrangère. Et vous voyez à quel point, par exemple, certains sons de langue comme le fameux « the » anglais, que les Français ne parviennent pas à faire, et remplacent par un « feu » ou par une autre sonorité assez proche dans leur langue, tout simplement parce que c'est un geste technique qui demande une réorganisation complète de la langue dans son rapport au palais, aux dents et même au souffle. Donc ce qui fait que on est vraiment dans l'ordre de la technicité. Et si on ajoute la dimension symbolique du langage avec la syntaxe, avec la grammaire, avec les jeux de mots, avec l'humour, eh bien on ajoute encore une dimension technique. Ça ne veut pas dire que toute la parole se réduise à des gestes techniques. Bien sûr que non. Mais c'est simplement vous dire que, avant même de vous parler de technoesthétique, je suis déjà pris dans la technoesthétique par mon corps qui parle. Et donc un corps parlant est technoesthétique au moins en ce sens-là. Il est opératoire, il est actif, il est articulé, organisé, en même temps qu'il est senti, en même temps qu'il est ressenti, en même temps qu'il est en rapport d'information avec le monde par les sens. Donc, bien sûr qu'on est un corps sentant, bien sûr qu'on est un corps
affecté. Bien sûr qu'on concentre cela dans une forme de personnalité, mais la dimension technique est réelle et concrète. Et il suffit d'ajouter, ne serait-ce que pour moi, qui suis là devant vous, vous pouvez manifestement voir que ma perception est médiatisée par un ustensile que sont les lunettes. Par ailleurs, j'ai aussi une vis dans le bras que vous ne voyez pas et qui fait de moi un être qui plus est de manière interne technique. Ma vie n'en dépend pas. Je ne suis pas cyborg au sens où la continuation de mon existence au sens biologique nécessiterait un entretien par une machine. Mais si j'avais par exemple un pacemaker, je serais technobiologique au sens fort. Ça serait indéniable. Mais nous le sommes tous, d'une certaine façon. Je le redirai peut-être tout à l'heure dans mon improvisation. Et puis là, j'aurais terminé en quelque sorte ma petite introduction. J'ajouterai un mot sur le terme de techno-esthétique à proprement parler. Oui, bien sûr. Autant je comprends quand il y a un apport intérieur au corps, quand on peut parler technique, autant j'ai un peu du mal à réduire en fait, un système d'organisation quel qu'il soit à un système technique. Alors, c'est pas une réduction, c'est une réduction à partir du moment où on considère que la technique se limite à des artefacts produits par l'homme qui nécessitent d'être définis dans leur finalité et utilisés pour réaliser cette finalité. Là, en effet, on ne pourrait pas parler de technique. Or, je suis assez d'accord avec des ethnologues, des anthropologues, des sociologues qui, notamment à partir de Marcel Mauss, qui a écrit un texte fondamental qui s'appelle « Les techniques du corps », et qui a réussi à montrer par l'analyse ethnographique que mettre au monde un enfant, qui semble être le geste le plus naturel, le plus spontané, le plus automatique, le plus interne au corps et dispensé de tout rapport à la technique et à la culture, est en fait profondément culturel. C'est-à-dire que même si on pourrait dire par rapport à la pesanteur, par rapport aux muscles qui sont sollicités pour l'enfantement chez l'être humain, il devrait y avoir une posture est la meilleure. Et elle devrait s'imposer partout. Et on serait là dans une forme de déterminisme biologique. Or, ce n'est pas vrai. Il y a une variabilité des postures, qui ne sont pas seulement les postures du coït, ça on le sait, c'est même investi culturellement, notamment le Kama Sutra, mais il y en a bien d'autres. Mais l'enfantement lui-même, le moment de la mise au monde du petit être humain, eh bien, est investi culturellement et nécessite des techniques. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que pour soulager la douleur, on apprend des techniques corporelles lorsqu'on souhaite mettre au monde un enfant. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont mis au monde un enfant dans la salle, mais ça ne va pas de soi. D'ailleurs, chez l'être humain, il n'y a quasiment rien qui n'aille de soi, qui soit radicalement et uniquement biologique. Bien sûr, la part du biologique est constante, mais elle est sans cesse conditionnée techno-symboliquement, autrement dit culturellement. Donc, ce qui veut dire que mettre au monde un enfant, c'est appris comme une technique du type piler du grain. C'est-à-dire que ça exige la même configuration du corps, la même sollicite des aires du cerveau qui peuvent être tout à fait correspondantes, et alors qu'on imaginerait que, voilà, bon, madame poussée, et c'est fait. Et bien sûr que non. Et de même pour la marche. D'ailleurs, il y a beaucoup de roboticiens qui s'intéressent de près au mode d'acquisition de la marche, parce qu'on sait très bien qu'il y a le réflexe de la bipédie chez le nourrisson. D'ailleurs, c'est un test pour voir s'il n'y a pas de problème neurologique. On fait marcher le nouveau-né et il pose ses pas, il avance ses jambes comme s'il allait marcher. Mais ensuite, il le perd immédiatement. Et il a un apprentissage très très long. C'est vraiment très très long. C'est le seul animal qui met tant de temps à pouvoir fuir. C'est pourquoi on est si ridicule dans le monde sauvage, puisque tous les animaux, leurs petits, ou quasiment tous, naissent avec la capacité de fuir. Sinon, l'espèce disparaîtrait. Nous, on a cette contradiction biologique incroyable qui consiste à ne pas être capable de fuir devant le danger alors qu'on est tout juste né. Il y a une des bases du tai chi qui est justement la marche, où il y a plusieurs marches différentes, et donc tu réapprends à marcher, à prendre conscience de la translation, d'équilibre. Quand on est mannequin, on apprend à marcher. Quand on fait du trek,
on apprend à marcher, on réapprend à marcher, on apprend une autre marche, c'est-à-dire un potentiel, une variabilité possible, la configuration du corps de la marche soi-disant spontanée. Et par exemple, je suis en train de préparer un trek avec un ami qui n'est pas un marcheur et je lui réapprends à marcher. Ce que c'est que marcher en dévers, marcher en descendant, marcher en montant, comment on assure ses pas, etc. Et c'est un véritable, avec un sac à dos pour les compensations de masse, et c'est ça, c'est long. Dans ce cas-là, la pensée est aussi technique. Ah oui. Parce qu'on a des gestes de la pensée, Oui. enfin, les chercheurs en pédagogie de pensée, comme Antoine de la Garnerie, et pour moi, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. C'est-à-dire qu'au départ, on a une pensée syncrétique quand on est enfant, et après, on a des modalités de pensée logique qu'il faut acquérir et qu'on n'a pas quand on est petit. Oui, c'est d'autant plus vrai que je considère que la noétique, c'est-à-dire la capacité de produire de la pensée, eh bien, nécessite un milieu associé, et ce milieu associé est techno-esthétique. Et bien souvent, les philosophes, pour essayer de penser ce que veut dire penser, ont oublié le milieu technique, tout en l'insérant. Par exemple, Descartes est l'exemple type. C'est-à-dire que le je pense donc je suis, non seulement s'extrait du lieu, il s'extrait du corps, mais il s'extrait de la technique, tout en la réincorporant de manière systématique, puisque la plupart des analogies de ce que c'est que penser sont des analogies opératoires techniques. Donc c'est tout à fait fascinant la tension qui existe chez Descartes dans sa relation à la technique pour trouver quelle est la véridicité absolue de l'indubitable, donc le je pense donc je suis. Et en vérité, on ne peut pas l'écarter ni de l'existence du corps. On ne va pas commencer à disserter sur Descartes maintenant, ce n'est pas l'objet, mais ni à mon avis sur la question technique à proprement parler. C'est l'une des raisons pour lesquelles, et Simondon a été l'un de ceux qui l'a tout à fait bien relevé, que on pourrait croiser même Simondon et Benjamin sur cette histoire, à savoir qu'il y a non seulement une histoire de la perception, c'est ce que dit Benjamin, ce qui en soi n'aurait normalement pas de sens. C'est-à-dire qu'on a une perception qui est liée à l'organisation biologique de nos sens, et il n'y a pas de raison qu'elle soit historique, cette perception. Benjamin l'a très bien montré. Et il se trouve qu'on pourrait accoler Benjamin ou les faire se rencontrer sur un effet de complémentarité, c'est que dans le monde philosophique, dans le monde de la pensée, on voit très bien que les schèmes souvent d'organisation analogique qui permettent d'avoir une vue d'ensemble sur ce que c'est que penser dans tous les domaines humains, eh bien, relève souvent de ce qui technologiquement domine à ce moment-là. On voit très bien qu'on a un schème cybernétique à partir des années 50, 60, 70. Auparavant, au 19e siècle, il est évident que la thermodynamique a un effet considérable sur la manière dont on explique ce que c'est que penser d'être humain, et ainsi et ainsi de suite. Donc on voit à quel point le milieu technique imprègne la pensée qui pourtant s'affirme sans cesse, en tout cas en philosophie, comme radicalement autonome. Donc au fond, dans ce que Nietzsche dénonçait comme étant un idéalisme, et en nécessitant et en exigeant qu'on en revienne à l'instinct, au vouloir de la vie, mais moi je dis aussi à la question technique qu'il a en partie négligée pour ce qui est de Nietzsche. Quoi qu'il en soit, les conditions qu'on pourrait croire triviales de la prise de parole, comme ici et maintenant, quand j'apporte mon corps, j'apporte le biologique, mais j'apporte aussi le technique, sont pas triviales du tout pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un jeu du conditionnant et du conditionné dont on ne peut pas s'échapper parce que c'est ainsi que l'homme est. C'est ainsi qu'il va et c'est ainsi qu'il est devenu homme à partir de l'animal, si on suit le roi Gourand. Donc pour revenir au terme de techno-esthétique, tel qu'il est formé, d'abord chez Simondon et ensuite chez moi, il désigne un couplage, c'est très simple, entre technique et esthétique, entre opératoire et sensible, entre action et contemplation. Et le trait d'union signifie deux choses, entre techno et esthétique. Il signifie réciprocité, entre technique et esthétique. Ça veut dire qu'au fond, on doit les distinguer d'un point de vue conceptuel, mais on ne peut pas les séparer d'un point de vue expérientiel ou existentiel. Ça, c'est impossible. Il y a une réciprocité inséparable qui fait qu'il y a un conditionnement réciproque de l'esthétique sur le technique et du technique sur l'esthétique. Et par ailleurs, ça ne veut pas dire qu'elles soient pour autant substituables l'un à l'autre, mais que l'une et l'autre, esthétique et technique, forment une sorte de chiasme
qui n'accorde aucun privilège, aucune antériorité, aucune valeur supérieure ni à l'esthétique ni aux techniques. Ceci étant dit, je peux vous donner quelques jalons maintenant historiques de ce terme et ensuite parler des notions qui me semblent importantes et comment moi je l'entends. N'hésitez pas surtout à me solliciter, que je ne sois pas voilà, en top-down comme on dit maintenant, mais voilà, n'hésitez pas à m'interrompre pour me solliciter. Donc, des jalons historiques. En fait, la relation entre contemplation et action, entre sensation et opération, et entre technique et esthétique, on pourrait dire qu'elle est constante tout en étant extrêmement difficile à repérer par ailleurs. Ça n'est pas un hasard si leur interrogation mutuelle arrive à partir du XIXe siècle, au moment où l'avènement du machinisme industriel commence à impressionner tous les esprits de l'époque, même si on peut y voir déjà des traits assez intéressants chez Diderot, qui articule ce qu'il appelle le technique et l'idéal, qui sont pour lui inséparables dans ce que c'est que l'art. Donc moi j'y vois, disons, la proto-techno-esthétique chez Diderot. Donc il y a quelque chose de cet ordre, mais disons que c'est plus indiciel. C'est pour ça que je dis c'est à la fois constant et ça commence à devenir vraiment manifeste au XIXe siècle. Alors le terme, bien sûr, n'existe pas et on n'affirme pas, en tout cas dans l'histoire de l'esthétique cette fois-ci, donc de la pensée sur le sensible et l'art, qui a pour vocation, en tout cas depuis Baumgarten au début du XVIIIe, d'être une science de la beauté. J'en dirai quelques mots après. La technique existe, elle est reconnue, mais elle est aussitôt écartée au profit de l'esthétique au sens de l'assimilation à la beauté. Donc ça, c'est systématique dans la culture occidentale et ça revient même jusque chez Heidegger dans Chemin qui ne mène nulle part, précisément dans l'origine de l'œuvre d'art. Quoi qu'il en soit, au XIXe siècle, il y a un scientifique, très grand scientifique, très connu, qui propose un ouvrage assez fou dans lequel il va essayer de livrer une systématique de toutes les disciplines du savoir possible, un peu dans l'esprit de Francis Bacon avec de la promotion des connaissances. Et dans cet ouvrage, eh bien, il invente le mot technesthétique. Pas techno-esthétique, mais technesthétique, comme étant l'une des disciplines des sciences de l'art. Puisqu'il pense que, à son époque, ça commence à être vraiment dans l'état d'esprit, on a ça en Allemagne, en Suisse, en France, l'idée que la science doit s'intéresser à ce que produit l'homme, et en particulier à l'art, et qu'il y a une manière rationnelle, tout à fait possible, d'entendre ce que c'est que l'art. Et donc, si vous voulez une définition, parce que je ne la connais pas par cœur, je l'ai noté dans mon ordi, que nous donne Monsieur Ampère. Donc, le nom de l'ouvrage, le titre de l'ouvrage, c'est « Essai sur la philosophie des sciences » ou « Exposition analytique d'une classification de toutes les connaissances humaines ». Rien que ça. 1834. Et il propose une classification des connaissances, et parmi lesquelles on trouve donc les sciences noologiques dédiées aux sciences humaines, et il y a la technesthétique. La technesthétique est à proprement parler la science des beaux-arts, mais ensuite il va lui réduire son domaine, et elle porte sur les moyens par lesquels l'homme agit sur l'intelligence ou la volonté des autres hommes. Donc c'est extrêmement général, et donc on voit très bien que ça peut encadrer la rhétorique politique. Et là, il y a sans doute une influence d'Aristote, où il considère que l'esthétique est une dimension de l'action politique comme telle. Elle a pour objet les procédés visant à rappeler les idées, les sentiments, les passions, etc., ou à en faire naître de nouveau dans le spectateur d'un objet d'art, l'auditeur, soit d'un morceau de musique, soit d'un discours quelconque, ou enfin dans le lecteur. Ça veut dire, vous qui m'écoutez, vous êtes dans une relation technesthétique au sens d'Ampère avec moi. Si je suscite chez vous un effet de cet ordre. Voilà. Mais Descartes, il avait déjà un peu cette façon de voir les choses, hein, quand dans le discours de la méthode, il décrit ce qu'est un arc-en-ciel, il décrit scientifiquement ce que peut être un arc-en-ciel. Et une fois qu'il a décrit scientifiquement comment ça se passe, il dit, bah, à partir de là, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser cette connaissance pour
émettre des fluides avec des axes optiques différents et créer par exemple une croix géante dans le ciel et faire croire aux gens qu'il y a un événement magique qui se passe. Donc il avait un peu exactement mais il n'avait pas théorisé. Complètement. Et c'est l'idée du sensationnel à partir du mystère technique qui reste caché. C'est-à-dire que la connaissance du savant peut impressionner les foules parce qu'ils n'ont pas accès au mystère de la boîte noire. Et aujourd'hui, dans le monde cybernétique dans lequel on vit, même si c'est un vieux mot, mais il est encore conséquent, à mon avis, pour notre époque, c'est ça, c'est la boîte noire qui fascine, dont on ignore le contenu. Et là, le geste simondonien, par excellence, pour me permettre de rebondir, même si j'en étais pas là, c'est de dire que nous changerons notre relation à la technique pour deux raisons. D'abord, en mettant l'usage entre parenthèses et en considérant la question du fonctionnement, mais c'est la connaissance de l'objet technique qui nous sort de l'aliénation dans laquelle nous vivons, qui n'est plus une aliénation uniquement l'aliénation du type marxiste de la propriété des moyens de production, qui est une aliénation réelle, mais qui n'est pas aussi profonde et aussi déterminante désormais que l'aliénation à la connaissance de l'objet technique, qui fait que nous sommes dépendants des producteurs et des circuits de distribution et bien sûr des services après-vente, et qui sont des dépendances qui ne sont pas des dépendances techniques mais économiques. Donc en nous écartant de la connaissance des objets techniques, on peut mieux nous vendre ce dont nous n'avons pas besoin ou nous faire substituer un objet parce qu'on considère qu'il ne fonctionne plus, donc il est jetable, au lieu de chercher à le connaître, à le comprendre et donc à le réparer éventuellement. Bien sûr, on ne pourra pas connaître tous les objets techniques qui nous environnent. Ils sont d'ailleurs trop complexes et évoluent trop vite. Mais la connaissance minimale pourrait nous permettre d'avoir un rapport plus sain, plus honnête, voire plus amical à l'égard des objets techniques, dans une forme de respect qui pourrait être analogue, sans être similaire, au respect qu'on peut avoir vis-à-vis des animaux. Et c'est pourquoi Simondon propose un geste radical d'une éthique universelle, qui n'est pas seulement une éthique qui concerne les êtres humains, c'est pas seulement une éthique qui concerne les êtres humains et les vivants, c'est aussi une éthique qui intègre ce que fait l'être humain. Parce que ce qu'est l'être humain, c'est aussi ce qu'il fait. Et ce de quoi il est entouré, c'est-à-dire les objets techniques parmi lesquels il vit, et d'autant plus aujourd'hui, où nous sommes parmi les machines en permanence, eh bien, il doit avoir une relation de type éthique avec eux. Mais la condition, c'est d'en connaître le fonctionnement. Sans quoi, on a un rapport immédiatement soit de crainte, soit de domination. Bien sûr, il y a des degrés possibles entre ces deux extrêmes, mais souvent, ça se cristallise de cette manière. Vous voyez bien la réaction première qu'on a quand un ordinateur dont on dépend énormément a tout à coup un bug, voire un dysfonctionnement majeur, on a envie de taper dessus. Alors c'est non seulement... c'est-à-dire que d'abord, on le zoomorphise, ça devient comme un être qui répond et sur lequel on va exercer une agression pour attendre une réponse, mais cette agression n'aura pas de réponse, évidemment. Mais c'est avant tout parce que nous n'avons pas de connaissance de ce qu'il vit. Et ce qu'on a pu faire pour l'animal à partir de Jeremy Bentham, à mon avis, à savoir la question « can they suffer ?» peuvent-ils souffrir? Là, il ne s'agit pas de se poser la question « est-ce que l'ordinateur peut souffrir ?» mais quand on se pose la question « peuvent-ils souffrir ?» ça veut dire qu'on doit en savoir plus sur eux, connaître s'ils ont un système nerveux ou si la douleur est liée au système nerveux, et si oui, comment, etc. Et en dehors de la douleur et du plaisir, c'est-à-dire les affects primordiaux, ont-ils des sentiments? Et ainsi de suite. Descartes se posait déjà la question, bien évidemment, mais Jeremy Bentham, en disant que ce sont des êtres souffrants, a déjà transformé en partie notre rapport. Et pour les objets techniques, ça devrait être du même ordre. Peuvent-ils souffrir? Mais comment fonctionnent-ils? Et là, ça change totalement notre rapport, parce qu'aussi, ils ne sont pas seulement des objets artificiels en fonctionnement, mais ils condensent en eux la nature, parce qu'ils sont faits d'éléments naturels, qu'ils obéissent aux lois de la nature, voire ils intègrent, sans les polluer ou les déformer, la nature elle-même, et de l'autre, ils condensent tout un effort humain qu'on peut faire, pourquoi pas, remonter aux premiers anthropiens qui ont continué l'évolution biologique par l'évolution technique. Donc là,
on a un autre rapport à l'objet technique qui est une médiation entre le monde naturel et le monde humain. Et on ne voit plus seulement un être inerte, issu de la domination de l'homme sur la matière, dont il peut jouir tant qu'il en a envie et s'en débarrasser sitôt qu'il a le sentiment qu'il n'a plus d'utilité immédiate, soit purement fonctionnelle, soit d'ordre symbolique ou économique. Et que le rapport à l'objet devient chargé, alors pas d'une force magique, au sens de l'animisme tel qu'on peut le voir dans d'autres sociétés, mais il est chargé d'une réalité humaine et d'une réalité naturelle. Et du coup, on n'a plus besoin de gâcher de l'énergie, de gâcher de la pensée, de gâcher de l'amour qui existe aussi dans la production des objets techniques, et on fait peut-être d'autres choix sociétaux. Et ça demande ce que Simondon appelle une sagesse technique, et qui commence par l'enseignement à l'école des plus jeunes âges jusqu'à un âge avancé peut-être, et qui nous rendra dans un rapport moins infantile aux techniques et plus adulte, c'est-à-dire en connaissance de cause. On sait à quoi on a affaire et on peut agir en fonction de cette connaissance. J'ai vu que quelqu'un avait levé un doigt, non? Oui. C'était par rapport justement à comment est-ce qu'il pensait la relation symbolique. Parfois, on peut être amené à prêter des intentions ou une certaine agentivité à des objets. Par exemple, la voiture, on est tenté souvent de la personnifier. Et du coup, lui, Simondon, en fait, j'ai l'impression qu'il récuse tout ça. Alors, il ne les recuse pas. Disons que l'affectivité est d'abord pour lui le mode d'initiation privilégié de l'être humain à l'objet technique. Alors ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Mais pour comprendre vraiment l'objet technique, on est obligé d'être dans un rapport rationnel. Ensuite, les gens qui décorent leurs objets techniques, qui les surchargent d'éléments symboliques ou simplement d'intentions, comme vous le disiez à l'instant, eh bien on est là dans un rapport qui peut être problématique. Parce qu'en le chargeant d'intentions, on peut le charger d'intentions bénéfiques ou maléfiques, et ce renversement va très vite. Il suffit que la voiture ne réponde plus à la domination qu'on veut exercer sur elle, et on lui prête des intentions néfastes dans sa résistance. Elle ne veut plus obéir à la manière d'un cheval qu'on aurait dressé et qu'on voudrait faire aller à droite ou à gauche, s'arrêter ou avancer. Et là, c'est un rapport non rationnel, parce qu'en cas de dysfonctionnement, on va rentrer dans un rapport de colérique à l'objet technique, plutôt que de dire « tiens, il y a tel bruit » ou bien j'ai eu tel témoin qui s'est allumé, je vais pouvoir réparer la machine et elle va continuer à me satisfaire, mais dans un sens plus rationnel. Ensuite, le fait que l'être humain ait la propension en général à zoomorphiser, à anthropomorphiser, etc., c'est presque irréductible. Que même si on a un rapport rationnel, on ne pourra pas l'éviter. Donc, Simondon accepte par exemple l'idée de ritualisation, qui est une manière d'humaniser l'objet technique, mais ce n'est pas une ritualisation dans un rapport magique stupide. C'est que la magie, c'est une sorte d'accumulation de l'expérience humaine irréductible à la raison. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des esprits qui règnent dans le monde ou dans un arrière-monde et qui viendraient manipuler ce que nous faisons malgré nous, ou qui viendraient renforcer les objets d'un mode d'existence qui n'est pas celui qu'on leur a conféré initialement. C'est pas de cet ordre. Mais il ne le récuse pas parce que, par exemple, au début du texte sur la technoesthétique, il interpelle Jacques Derrida, puisque ce texte de 1982 était destiné à Derrida. C'est un brouillon de lettres, mais qui n'a jamais été envoyé. Ça se situe au moment de la création du Collège international de philosophie. Et Simondon avait en charge, peu importe, des financements. Et il écrit une lettre tout à fait administrative au début à Derrida en disant « J'ai des sous, je peux t'en filer », en clair. C'est moi qui avais les sous et la caisse et je peux te la transférer. Après, t'en fais ce que tu veux. Et pour la création du Collège international, notamment. Et puis, il ne l'a pas envoyé, parce qu'il a écrit une longue lettre qui est devenue le fameux texte à partir duquel je développe la technoesthétique, donc qui s'appelle « Réflexion sur la technoesthétique », qui a été republié récemment dans un recueil qui s'appelle « Sur la technique » aux éditions PUF. Et dans ce texte, qui est un peu aphoristique, très inspiré, en forme zététique, comme il dit, c'est-à-dire sans destination a priori, dans la pure recherche pour elle-même, eh bien, il se retrouve dans une situation où la première phrase, c'est
dans la déclaration pour la constitution du Collège international de philosophie, pourquoi n'y a-t-il rien sur la pensée religieuse et sur la pensée esthétique? Parce que le grand enjeu de la pensée de Simondon, qui est développé dans la troisième partie du mode d'existence des objets techniques, et peut-être de toute sa vie, c'est de rendre compatible ce qui est de l'ordre du religieux, ce qui est de l'ordre du technique à l'intérieur de la culture. Et en fait, ce qui est de l'ordre du religieux, pour lui, ne relève pas des religions, qui sont un rapport à l'absolu, et il a une pensée qui n'est pas une pensée de l'absolu, c'est une pensée anti-substantialiste, c'est une pensée de la relation et du processus. Je vous renvoie à un texte que j'ai écrit sur la question du sacré chez Simondon, et de l'autre, sur la question de la technique, qui est isolée de la culture, voire méprisée par la culture. Surtout la culture française, qui est surtout une culture littéraire, surtout à son époque. Et qui, dans la littérature, ne voit pas que la technique est partout, non plus. Donc, quoi qu'il en soit, pour revenir peut-être à notre affaire de la techno-esthétique, c'est dans ce fameux texte de 1982 que je viens d'évoquer qu'il la propose. Et de quoi s'agit-il? La techno-esthétique, c'est d'abord une affirmation qui est la suivante. Il existe une continuité sous forme spectrale entre la technique et l'esthétique, et entre l'esthétique et la technique. Ça veut dire qu'on ne peut pas les opposer dans des régimes séparés qui auraient leur mode d'intelligibilité, leur mode opératoire, leur mode d'existence propre, qui ne se rencontreraient pas, ou seulement sous la forme d'une médiation particulière. Spectral comme le spectre de la lumière, exactement. C'est-à-dire qu'on passe d'un spectre continu du technique à l'esthétique et de l'esthétique au technique, parce que c'est inhérent à la fabrication humaine, tout simplement. Il se trouve qu'il y a des catégories d'artifices ou d'artefacts humains qui mettent en évidence cette relation plus que d'autres. Dans le domaine architectural, c'est le Centre Pompidou. C'est l'exemple qu'il donne. Le Centre Pompidou, qui, à la manière des horloges type silhouette du XVIIIe siècle qu'on peut voir aux Arts et Métiers ici à Paris, montre sa structure, montre ses systèmes de ventilation, montre ses systèmes d'alimentation d'eau. Bref, l'anatomie, pour prendre une analogie biologique, l'anatomie est visible. D'ailleurs, soit dit en passant, je travaille sur la technoesthétique animale en ce moment, il y a des animaux qui sont technoesthétiques anatomiquement. C'est-à-dire que par des questions d'épigmentation, on voit l'intérieur du corps et son fonctionnement. Il y a beaucoup d'animaux arboricoles ou d'animaux des grandes profondeurs qui sont exactement comme ça, et ils sont strictement dans la définition de la technoesthétique de Simondon. C'est assez étonnant. Et il en parle d'ailleurs de l'animal. Je fais une petite parenthèse à cet égard. C'est qu'il y a des animaux technoesthétiques pour deux raisons. D'abord, parce que ils sont des animaux non seulement domestiqués par l'homme, mais voulus par l'homme. À savoir, vous savez que la plupart des animaux domestiques ne sont pas des animaux naturels. Ce sont des objets techniques ou des objets artificiels. En ce sens que tous les chiens sont des objets artificiels. Toutes les vaches sont des objets artificiels. Tous les chevaux sont des objets artificiels. En fait, ils sont tels qu'ils sont parce que les êtres humains, au cours de longues générations, ont voulu qu'ils soient ainsi. Et pas autrement. D'ailleurs, ça a amené certains croisements à faire des inféconds. Un certain nombre de catégories d'animaux où vous devez à chaque fois réunir artificiellement le mâle et la femelle de deux espèces différentes pour refaire un animal qui puisse être utile pour vous. Puisqu'on a sélectionné le chat, on a sélectionné la vache, etc. On pourra faire une longue liste. Et qu'on les a sélectionnés pour des questions utilitaires d'ordre économique, mais aussi pour des questions alimentaires, mais aussi parfois pour des questions esthétiques. La sélection des oiseaux pour leur chant, etc., qui n'est pas seulement un prélèvement dans la nature, qui est aussi un accouplement afin d'obtenir ceci ou cela, sans parler des fleurs, évidemment. Où le travail même de l'horticulteur, c'est de produire des fleurs qui n'existent pas, auxquelles il pourra ajouter un nom, créer une nouvelle espèce. C'est constant, sans parler des OGM, évidemment.
Et l'autre manière d'être techno-esthétique, par exemple, du cheval, c'est que sa manière d'être, sa manière de courir notamment, entre le cheval de trait et le cheval de course, n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Et on peut avoir une analyse de type techno-esthétique du cheval de trait type boulonné et du cheval de course dit type pur sang arabe. C'est un exemple qu'il donne. La techno-esthétique peut permettre aussi de mieux comprendre le rapport à l'instrument de musique par rapport aux sensations, aux opérations du corps impliqué dans le jeu de l'instrument. De même, il existe une forme d'esthétique dans la technique pure, cette fois-ci. Par exemple, quand vous avez certains outils qui, par leur simplicité, par la qualité des matériaux qui sont employés, par leur articulation, rayonnent d'une certaine esthétique, certes austère, non décorative, mais qui n'en n'est pas moins tout à fait édifiante. Si vous regardez les haches du néolithique, on est à la limite, dans la pierre polie, on est à la limite entre quelle est la pertinence du tranchant au niveau de son efficacité et de l'effet esthétique qu'il produit. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? L'efficacité du tranchant ou le tranchant et ce qu'il produit sur l'œil, sur la sensibilité humaine? Et ça, c'est quasiment impossible à séparer. Parce que quand on fait une étude des outils préhistoriques, on se rend compte qu'avant l'âge de la pierre polie, les tranchants, pour certains exemples en tout cas, sont plus efficaces que ceux de la pierre polie. Et donc on voit bien que la pierre polie n'a pas seulement un intérêt technique par rapport à certains matériaux pour les rendre durs et vraiment permet des travaux de finesse, mais qui a aussi une raison purement esthétique. Il y a une paléoanthropologue très intéressante qui est dans ce fil-là, puis en plus qui est simondonienne, donc c'est pas étonnant, qui critique le roi Gourand sur un point en disant les fameux bifaces silex que tout le monde admire, qui sont récoltés depuis le 19e siècle, ils sont souvent symétriques. Ils ont un axe de symétrie quasi parfait. Et cette symétrie du biface, pour le roi Gourand, est purement fonctionnelle. Et pour Sophie Archambault de Beaune, c'est elle dont je parle, qui a écrit La Révolution du néolithique et L'homme et l'outil, etc., eh bien, montre dans un article dans la revue L'esthétique du geste technique, dans la revue Gradiva, que la symétrie du biface est sans doute autant technique qu'esthétique. Elle a autant des raisons d'être fonctionnelles que des raisons d'être contemplatives. Et elle donne une preuve qui est un biface avec un très beau coquillage au centre, qui est plutôt dérangeant pour le geste technique et qui a été parfaitement détouré dans l'axe de symétrie de l'outil. Ce qui montre que même dans les outils qu'on pourrait considérer comme archaïques et sans décoration a priori, eh bien, l'esthétique est déjà à l'intérieur, déjà impliquée dans l'objet. Et c'est simplement par une sorte de réductionnisme fonctionnaliste qu'on ne voit pas l'articulation entre technique et esthétique. Cependant, le fonctionnalisme a quand même, comment dirais-je, un impact sur ce que je suis en train de raconter, parce qu'il est sûr que pour Simondon, une sorte de politesse, d'honnêteté à l'égard des objets techniques les rend techno-esthétiques. C'est-à-dire que à partir du moment où on cherche à tromper, à masquer, à montrer sous une autre forme, eh bien, on est dans le mensonge. On n'est pas du tout dans la techno-esthétique. Ce qui est techno-esthétique, c'est par exemple un tracteur dépourvu de carénage, un motoculteur. En revanche, si vous prenez une tondeuse qui a l'air d'une fusée, comme on en a fait dans l'esthétique du streamline après Raymond Lewy dans les années 50, pour Simondon, c'est intolérable. Parce que c'est un mépris insupportable à l'égard de l'objet technique qui refuse de montrer ce qu'il est, afin tout simplement de lui donner une fausse réalité high-tech. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le carbone. Il existe même pour les gens qui font du tuning, alors moi je m'intéresse beaucoup au tuning parce que ça a des apparences techno-esthétiques comme ça, c'est que les gens qui font ça aiment parer leur voiture des attributs de la haute technicité, et pour ça ils achètent
des parements de rétroviseurs, d'ailes, et même à l'intérieur de la voiture, en carbone Kevlar, mais qui ne font que limiter, c'est du pur PVC de base, mais qui donnent l'allure d'eux. Comme on faisait dans les années 20, avec certaines automobiles qui étaient en aluminium, et en aluminium brut, donc non peint, pour donner l'allure des avions rapides de l'époque. Et donc, il y a toujours ce jeu-là, et en fin de compte, ce jeu, pour Simondon, c'est une couche superficielle qui est mensongère et qui peut détourner de la réalité technique et la rendre mystérieuse, et donc ne pas laisser y pénétrer. C'est un peu l'analyse de Baudrillard dans le système des objets. Tout à fait. Ouais. Bah, il a lu Simondon, il cite une page entière de Simondon Simondon dans le système des objets. Voilà. Et il l'a lu, il a été très, très influencé par lui. Et oui. Et je me demandais aussi quelle était la part de techno-esthétique entre spécifiquement le rapport de l'outil au corps, enfin comment le corps, enfin comment l'outil est un prolongement du corps et comment. Alors Simondon parle du rabot, par exemple, dans ce texte-là. Il dit que dans le geste technique, il consiste à raboter une poutre lorsque le corps a adopté sa propre technicité et que donc il forme un système cohérent entre la poutre, l'outil et le corps. C'est quand on fait système que la technoesthétique arrive. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, je vais vous prendre l'exemple du tranchage d'une planche. Quand vous ne savez pas scier, vous avez mal au bras et vous trouvez que l'outil ne fonctionne pas bien et que c'est vraiment, faut être très costaud pour scier une planche. En fait, il faut être une petite fille de 8 ans pour couper une planche. C'est-à-dire qu'il faut être capable, quand on sait vraiment scier, on peut tenir une scie avec 2 doigts et juste faire le bon geste qui est toujours exactement dans le bon axe et qui fait que, si elle est affûtée, bien sûr, la scie va rentrer toute seule et ça va être très facile de couper droit par ailleurs. Mais ça, il faut parfois des années et des années de pratique pour y parvenir. Et on est embarrassé de l'objet technique et on est déçu du résultat parce qu'il n'y a pas cette cohérence qui est produite entre l'objet à découper, l'objet technique et le corps. Et donc, il explique que quand on sait raboter une poutre, il y a une sorte de joie sensitive, assez primitive, mais qui est vraiment dans l'opératoire et le sensible en même temps, qui fait qu'on sent que les copeaux de bois sortent du bois tellement naturellement, comme si on était une rivière qui passe entre les rochers, quoi. Vraiment, c'est fluide. Et d'ailleurs, le beau geste chez l'artisan, c'est une fluidité, un sentiment de facilité, voire de grâce, qui peut s'en échapper, et qui est issu de cette cohérence interne, de cette synergie entre ces composantes-là. Et il y a même une forme de joie qui peut être tout à fait éprouvée, qui n'est pas une joie de domination. C'est-à-dire, j'ai vaincu la résistance du matériau, je triomphe, et donc je peux me sentir très joyeux pour avoir réussi à vaincre la résistance de la matière, l'objection du monde réel, que sais-je. Non, c'est au contraire une alliance, une synergie, une forme, de couplage. Et il cite aussi pas mal Le Corbusier comme exemple, notamment si vous connaissez le couvent de la Tourette, qui est extraordinaire. J'ai eu la chance d'y faire un séjour pour la mésologie il y a quelques mois. Et c'est un exemple très important pour Simondon parce que, à son sens, Le Corbusier respecte tous les matériaux qu'il emploie. Dans ce couvent, il montre, comme au Centre Pompidou, plutôt avant le Centre Pompidou, qui est un hommage à la fois à Notre-Dame de Paris et à Le Corbusier, en vérité, il montre justement les tuyaux, il ne les cache pas derrière un coffrage qui doit les faire disparaître et nier l'existence de la technique dans le fonctionnement du bâtiment. Et d'ailleurs, c'est tout à fait bien intégré. On a à la fois le sacré, le naturel et le technique qui coexistent. Et c'est une expérience assez incroyable à vivre que j'ai pu vivre en se disant, oui, on a une véritable synergie sacrée, technique
et naturel dans ce bâtiment, qui paraît pourtant être un geste radical, autoritaire, dans une très belle colline, comme ça en béton brutal, sans concession, style international, rationaliste pur. Et c'est bien plus subtil que ça. Quand on vit Le Corbusier, c'est très différent de ce qu'on en dit. Parce qu'en ce moment, on est en train de tirer à boulet rouge sur Le Corbusier dans tous les sens. Hein. C'est normal parce qu'on l'a trop déifié d'une certaine façon. Bon, pour de bonnes raisons sur le plan idéologique, mais c'est aussi l'époque qui veut ça. Si on peut dire, ça ne l'excuse pas, mais ça peut l'expliquer. Quoi qu'il en soit, il le citait. Il parlait aussi de Fernand Léger, pour donner des exemples un peu dans le monde de l'art. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être conclurai par là, je pense que ça fait à peu près 40-45 minutes que je parle, c'est que... Oui, je vous ai vu. Non, pas aucun problème. J'ai dû mon petit mot de conclusion, puis comme ça on pourrait échanger plus librement. C'est qu'en effet, il semblerait qu'on vive dans l'époque techno-esthétique, c'est-à-dire où la question du sensible et la question de l'opératoire sont devenues indissociables, que tout le monde sensible est technicisé et que le monde de l'art en particulier nous le montre. Nous le montre de mille et une manières en disant « Regardez à quel point la technique vient en premier ». Et les artistes, on pourrait remonter l'histoire de l'art assez facilement pour montrer quand est-ce qu'ils montrent la condition objective de l'œuvre. Et on pourrait le commencer à partir des impressionnistes, lorsque, notamment les post-impressionnistes, lorsque Seurat commence à continuer son geste pointilliste, qui est déjà issu du rapport entre art et science, sur le cadre. Pour moi, c'est le premier geste, sur le cadre. C'est-à-dire, le cadre existe, et derrière, vous avez Matisse qui dit un tableau moderne n'est pas une image, il ne doit pas être encadré comme un tableau ancien. Et donc, on montre le bord de la toile avec les clous, et ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment tout le mouvement moderne. Alors ensuite, on peut trouver des prédécesseurs, évidemment. Hein. Alors, le post-impressionnisme, c'est fin 19e siècle, et puis Matisse, début 20e siècle. Et ainsi de suite, j'allais dire, hein, vraiment, parce qu'après, vous avez tout un courant où la question industrielle, la question de l'imaginaire du robot, l'incorporation du design, etc., va développer tout ça. Mais c'est vrai que c'est particulièrement prégnant aujourd'hui. Alors, de là à dire que l'époque est techno-esthétique, pourquoi pas? C'est ce que Jean-Hugues Barthélemy avait dit dans un texte pour parler de mon propre texte. Et moi, je lui ai dit oui, mais non. Alors, pourquoi mais non? Parce que la théorie que je développe ne se limite pas, disons, à un moment historique, à une catégorie d'objets, à une esthétique définie, mais est une théorie générale qui vise au moins à rendre compte de toute l'histoire de l'art, de toute l'histoire de la pensée esthétique, pour la repenser. Et c'est un enjeu considérable, je vous l'accorde, hein, j'essaye de m'y atteler le mieux possible. Et sinon, pour moi, on serait dans une forme assez erronée, ou du moins très limitée, d'appréhension de ces deux histoires-là. Et parce qu'au fond, l'histoire de l'esthétique, c'est l'histoire de la hantise de la technique. Une hantise particulière qui consiste à la convoquer, de dire le support existe, les outils existent, l'atelier existe, le cadre existe, mais, et ce mais est extrêmement important pour eux, ça ne contribue en rien à ce que c'est qu'une œuvre d'art vraiment. Alors, ce n'est pas juste une question de matérialisme, ce n'est pas juste une question d'objectivité. C'est bien plus profond que ça et bien plus important que cela. Et parce que ça révèle tellement de choses. C'est le problème de la création. Oui, complètement. Complètement. C'est-à-dire, aussi, ça déboulonne dans ma techno-esthétique, la théorie du génie est impossible. Parce que le génie, à part chez Hegel, qui est le premier à dire il faut du talent et de l'exercice pour réfuter Kant, mais il ne va pas beaucoup plus loin. Alors, j'ai reconnu qu'il était un prédécesseur parce que lui, il connaissait les artistes. Il les voyait travailler, il était proche de Hildebrand, etc., d'un certain nombre, et il s'était bien aperçu que, aussi talentueux soit-il, il fallait bosser, et il fallait bosser avec des conditions techniques définies. Alors, toute la difficulté philosophiquement, c'est que ça paraît trivial de le dire. Tout le monde saura reconnaître que, ben oui, bien sûr, il faut des conditions matérielles pour produire. Mais c'est aussi parce qu'on pense après Hegel et après Marx, parce que ça n'était pas si évident auparavant. Et là, à partir du moment où vous avez eu Alberti
juste après Cennini. Cennini, c'est les vieux, comment dirais-je, ce sont les vieilles techniques de la peinture comme artisanat, son traité de peinture à Cennino Cennini. Et quand vous avez Alberti en 1435 qui écrit son De Pictura, on est déjà dans autre chose. C'est-à-dire qu'il donne encore des éléments d'ordre technique, mais de moins en moins. Quand il dit un tableau, ça commence par l'ouverture d'une fenêtre, il est déjà parti vers autre chose que la description des éléments techniques nécessaires à l'existence d'un tableau. Et on est dans des dimensions métaphysiques, on est dans des dimensions mathématiques, etc. etc. Quoi qu'il en soit, l'enjeu est pour moi considérable, d'autant plus que les trois grandes esthétiques qui, ici en Occident, forment notre esprit, à savoir Kant, Hegel et Heidegger, ont tous convoqué la technique pour la révoquer. C'est ça la hantise dont je parle, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon article qui s'appelle « Introduction à la techno-esthétique », et j'aurai pour but ensuite, dans les années qui viennent, à produire une série de livres sur ce sujet qui n'est pas du tout inépuisable, et certainement pas par ma seule vie, mais voilà, je m'y intéresse beaucoup, et en ce moment, et ce sera mon dernier mot, je m'intéresse à la techno-esthétique animale, c'est-à-dire à repenser cet enjeu considérable. Est-ce que les animaux ont une culture, et est-ce qu'à l'intérieur de cette culture, ils produisent de la technique et de l'art? Voilà, je vous remercie. Merci. Il y avait une question? Oui. Merci. C'était pour revenir brièvement sur le rapport que dont vous avez parlé possiblement en lien avec l'apparence qui est donnée aux objets techniques. Mm-hmm. Est-ce que vous, enfin c'est peut-être un peu engoncé comme question, mais j'ai un peu du mal à formuler ce que je veux dire. Est-ce que vous diriez que Simondon qualifie toute forme d'imaginaire technique ou d'esthétique technique comme un mensonge? Et du coup, est-ce que en conséquence, il y aurait une forme de naturalisation de l'esthétique des objets, enfin de l'apparence des objets techniques? Alors, pour répondre à votre question, je vais répondre très simplement parce que j'ai pas tout dit dans ce que j'ai dit, à savoir qu'il y a une forme mensongère d'esthétisation de la technique, oui, qui consiste en dissimuler la réalité, c'est-à-dire la technicité, essentiellement. Si on parle du carénage, on comprend immédiatement puisque ça cache. Mais il y a aussi une fonction technique du carénage. Ça peut permettre de protéger de la poussière, ça peut permettre de rendre sécure un fonctionnement pour éviter qu'on y mette les mains et que ça vous broie le bras. Donc le carénage a aussi son utilité. Mais il existe ce qu'il appelle des fanères superficielles, comme lorsqu'on prend l'exemple de la Cadillac, la belle Cadillac qu'on voit dans les films de De Funès, avec les ailerons pas possibles, etc., qui alourdissent la voiture, qui la font consommer plus d'énergie et qui en plus peuvent être contradictoires à son fonctionnement. Là, on a vraiment quelque chose qui est extérieur à la technoesthétique, qui est une esthétisation purement symbolique, qui vient surcharger l'objet et, au fond, avoir une fonction esthétique, mais du côté de l'économie. Voilà, c'est le design dans le pire sens du terme. Et qu'en plus, le design apporte un aspect de ce qu'il appelle de vénalité, qui fait qu'on va démoder l'objet par ces fanères superficielles qui font que, bon, bah, on va changer les fanères en question et ça va démoder la voiture et on va changer de voiture pour avoir une voiture qui fait plus moderne. Par exemple, moi j'aime beaucoup les bagnoles parce que mon père était dans l'industrie automobile, et notamment. Et quand vous voyez que les nouveaux modèles sortent en moyenne maintenant tous les 3 ans, à peu près, vous avez des restyling, comme ils disent. Et la plupart, en ce moment, ça a vocation, bah, comme depuis longtemps, hein, à montrer que la moindre voiture est sportive et est techno. Alors, c'est quoi le techno aujourd'hui? C'est le polygonal. À savoir, vous faites des polygones, et ça, dans l'esthétique du numérique, c'est génial, j'adore, parce que les mecs, la vectorisation, ça fait 25 ans que ça existait, donc on s'est lissé des formes, hein, et ils font tous des polygones. Alors ça, c'est l'esthétique des années 80, quand on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est drôle, mais c'est partout. Et il y a même une typo gratuite qu'on peut télécharger, que j'ai téléchargée, que je trouve assez belle, qui s'appelle Poly, P-O-L-Y, et c'est en polygone. Donc, en fait, c'est l'esthétique du cristal.
mais c'était dû au fait que les cartes graphiques et les modes de calcul des ordinateurs dans les années 80 ne pouvaient pas aller plus loin. Ça, c'est bien pour l'architecture. Parce que Oui, il y a exactement. l'architecture numérique, Mais oui. des architectures soi-disant très aériennes, etc. Exactement. Qui sont très lourdes à mettre en place. Complètement. Pas du tout optimisées, alors qu'avant on avait la tenségrité. Oui. Et là, c'était de la technoesthétique. Tout à fait. C'est-à-dire que c'était une structure hyper résiliente. Mais oui, regardez Jacob et McFarlane pour les turbulences, le frac centre que je connais bien, puisque comme j'enseigne à Orléans, pour moi c'est insupportable ce truc, dans tous les sens du terme, pour des milliers de raisons, y compris pour des absurdités, mais en architecture on en voit beaucoup. Hein. Vous avez en fait le trottoir. Et vous avez, pour l'esthétique du cristal et donc de polygonal, ça fait un angle, la rue, et vous avez un parement du muret qui sépare la voie piétonne du bâtiment, qui est assez haut et qui est recouvert de métal, et avec une pointe acérée à l'angle, exactement à la hauteur d'un enfant de 3 ans. C'est magnifique. Je trouve ça purement et simplement inadmissible. Enfin, normalement, un bon architecte refuse ça immédiatement. Enfin, et quand ça lui vient dans la pensée, il arrête tout de suite. Quoi qu'il en soit, bon, c'est un geste architectural, il faut comprendre, sauf que ce n'est pas des sculptures éphémères, hein, c'est des bâtiments qui sont dans l'espace public et dans lesquels on vit. Bon, je l'ai vécu aussi avec d'autres architectes comme Yves Bos-Vitar au Palais des Beaux-Arts de Lille, dans lequel j'avais travaillé, où en fait, on ne pouvait pas y vivre, c'est-à-dire personnaliser son environnement de travail parce qu'il y avait obligation de conserver le béton lisse sans... Même, on n'avait pas le droit de mettre d'affiches d'expo du musée pendant 10 ans. Bon, évidemment, au bout de 2 jours, il y avait des cartes postales, il y avait des affiches, rien à foutre. Bien sûr. Oui, c'est cela. Donc, en fait, pour répondre à votre question, la techno-esthétique peut être écartée à cause d'une esthétisation de la technique mensongère, mais il y a aussi un enjeu culturel qui peut être tout à fait positif, qui consiste à permettre à un objet technique de s'intégrer dans la culture en mimant l'état actuel des objets techniques, à savoir de ne pas montrer qu'il est en avance d'eux ou de le faire ressembler à ce qui est connu. C'est-à-dire que l'inconnu rentre dans le connu de la culture en ayant le vêtement du connu. C'est la stratégie aussi des extraterrestres dans les séries télé. À savoir, bah oui, ils se montrent comme du connu, mais ils sont de l'inconnu à l'intérieur. Si vous n'êtes pas assez âgé pour connaître V, mais moi j'ai bien connu, et dans V, vous avez des reptiliens qui sont en tout point similaires aux êtres humains, mais lorsque vous leur arrachez la peau, en dessous, ils sont crocodilesques, et puis ils mangent aussi des rats vivants. Bon, c'est les 2 éléments qui permettent de les voir. Très bien fait, cette série. Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup aimé V à l'époque. Ça a au moins 25 ans maintenant, je pense. Hein. Il y a 25 ans, la diffusion en France. Oui, c'est ça. Et c'était avec l'acteur qui jouait dans Vendredi 13. Non, dans Freddy ou les Griffes de la Nuit, pardon. Dans Freddy ou les Griffes de la Nuit. Voilà. Vous voyez, on peut même parler de Freddy ou les Griffes de la Nuit. Et donc, en effet, ça peut être une stratégie, mais temporaire, de déguiser les objets techniques comme objets culturels déjà existants dans l'univers connu, pour qu'ensuite ils se dévoilent peu à peu et se montrent tels qu'ils sont. D'accord ? Mais du coup, oui. Je sais qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas chez Simon Bon une approche anthropologique au sens traditionnel du terme en France, mais ce dont vous parliez tout à l'heure, par exemple le coquillage dans le biface, la fonction de l'ornement, oui. Qui n'est pas une fonction technique, complètement, mais qui est une fonction noétique du coup. Elle est, enfin, comme vous le disiez, elle ne peut pas être séparée de l'objet technique, et en même temps, elle peut empêcher. Alors, c'est un empêchement qui est tout aussi spontané, vous voyez, qui n'est pas forcément lié au milieu économique. Alors si c'est un empêchement, cet empêchement technique est en vérité un problème d'interprétation par nous-mêmes
parce qu'on est extrait de cette culture et qu'on ne la connaît plus. Parce qu'on le voit comme un empêchement, parce qu'on lui attribue d'abord une fonctionnalité pure. Et qu'on dit ensuite, s'il y a du décoratif qui gêne le geste technique et son efficacité, oh, c'est que c'était une technique un peu frustre, ils n'avaient pas compris qu'il fallait faire ça pour que ça marche mieux. En vérité, là, c'est de la condescendance historique, comme ça arrive souvent, c'est-à-dire ce qui nous précède est forcément idiot. Et que l'intelligence n'a fait que croître, la complexité n'a fait que croître, alors que c'est plutôt la débilité est plutôt vers le futur que vers le passé. On accumule les débilités en ce moment, en tout cas la bêtise systémique pour parler comme Stigler. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que... Moi, il y a un truc que Sophie Archambault-Debaune n'a pas dit à propos de ce biface, c'est que j'aimerais bien l'avoir dans la main, et je me demande si le pouce ne vient pas s'insérer parfaitement là où il y a le coquillage, et que ça lui donne, tout en étant beau, ornemental et symbolique, une préhension différente. Il faudrait l'examiner de près pour voir si autour du coquillage en question, ça cale pas extrêmement bien le pouce. Donc c'est là où l'épreuve du geste technique peut être révélatrice de la complexité techno-symbolique ou techno-esthétique de l'objet. Pas suffisamment la connaissance des bons gestes techniques. Complètement. Bah, c'est ce que disait le roi Gourand. Lui qui voulait dans milieu, et j'ai donné un cours de 3 heures il y a un mois là-dessus, sur l'aporie du geste technique chez le roi Gourand, parce qu'il affirme dans Milieu et technique et dans L'homme et la matière que son entreprise dans cette première série-là, parce qu'après il y a le geste et la parole, c'est de sortir de la culture ethnographique habituelle qui consiste à s'intéresser aux objets techniques uniquement comme résultat. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est le geste. Et de dire qu'on ne comprend vraiment les objets techniques que par le geste. Sauf que le geste, c'est la première chose à se perdre. Il nous reste que les éléments matériels. Le geste a disparu, et que ça soit le geste de fabrication et d'utilisation. Et curieusement, il n'entend le geste que par le geste d'utilisation, et oublie complètement le geste de fabrication, et il oublie autre chose que là, justement, l'anthropologie, l'ethnologie nous a très bien appris, et les philosophes doivent lire absolument toutes les sciences humaines, parce que sinon ils disent n'importe quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous retrouvez dans une culture disparue un mortier et un pilon, en fait, vous comprenez que ça servait à piler du grain, mais vous savez rien du tout de l'opération technique, ne serait-ce que d'usage, sans parler de la fabrication. Et quand vous avez la chance d'avoir un peuple qui l'utilise encore, vous voyez que le geste technique est accompagné de chants, que la rythmicité est fondamentale, et que vous avez des gestes qui sont loin d'être de l'économie d'énergie, et qui, au contraire, sont de la dispensation inutile d'énergie. À savoir, certains peuples africains, c'est souvent les femmes, pour piler le mil ou le sorgho, eh bien, non seulement elles frappent, mais c'est surtout la pesanteur, parce qu'elles le lâchent, le pilon qui vient frapper, et pendant qu'elles le lancent, les meilleures pileuses savent frapper dans leurs mains, tourner sur elles-mêmes, danser avant de le rattraper et d'accompagner la descente du pilon. Donc on est dans une complexité extraordinaire et polysensorielle. Et donc le geste technique est intimement lié à l'esthétique, là pour le coup. Et le beau geste peut être un geste dispendieux sur le plan énergétique. Et c'est là où peut-être il y a une différence. Le carénage aussi, il peut être beau parce qu'il est dispendieux, oui. Il peut être intéressant sur un autre axe. Sur un autre axe, mais à condition... Tenir à une collectivité, oui. de se faire et à condition qu'il puisse être... qu'il puisse, malgré tout, laisser l'accès possible à ce qui se trouve protégé par lui. S'il en interdit l'accès comme ça, c'est-à-dire indémontable, immodifiable, irréparable, c'est ce qu'il appelle une machine fermée. Et ça, c'est la négation parfaite de la technique et l'aliénation totale parce que l'usager ne peut en rien connaître comment ça fonctionne. Il est totalement dépendant du système économique et si ça ne marche pas, il le balance par la fenêtre dans un coup de rage. Bon, j'exagère, mais c'est pas loin d'être le cas. Et on le voit très bien avec les automobiles actuelles. Vous levez le capot, vous avez une surface lisse. Au mieux, vous avez quelques réservoirs auxquels vous pouvez toucher. Les bouchons sont jaunes. Les autres, il ne faut surtout pas y toucher. Et faire une vidange, c'est quasiment devenu impossible parce que tout acte de modification, quel qu'il soit, vous devez en avertir l'ordinateur de bord qui doit être reconfiguré. Et même si vous pouvez accéder aux vis, eh bien, les outils qui permettraient de les dévisser ne sont pas disponibles parce que ce sont des vis non pas standard universels, mais par marque.
Mais il y a des gentils designers qui sont des bons critiques, et notamment il y en a un qui a inventé un outil universel contre les standards de marque, qui fait que c'est un tournevis à picots, et les picots se déforment en fonction de la cavité de la tête de vis, ce qui permet de dévisser les vis de Renault, de BMW, etc. Sans être... Ça, c'est génial. Et ça, c'est du vrai design pour moi. C'est du design critique qui va là où il faut en disant, nous, on n'est pas d'accord, et on le donne justement à la communauté. Et il est évident que l'esprit, pour finir encore une fois là-dessus, de Simondon en général, et en quoi il nous est utile aujourd'hui, c'est que la conception qu'il a de la culture technique est une conception open source, libre, complètement. Et c'est pourquoi il a un tel écho aujourd'hui. C'est pour ça. Il était voilà, exactement. Il a pensé tout ça avant que ça n'ait lieu, parce que mais il existe une forme d'ouverture sur le plan industriel, mais elle est assez limitée. Comme il existe de la fermeture dans le monde artisanal. Il faut être précis avec ces choses-là et ne pas dire c'est l'artisanat contre l'industrie ou le design est forcément le sauveur de l'artisanat maintenant qu'il ne veut plus travailler avec l'industrie. Bon, faut regarder les choses une par une et assez précisément. Et on va de plus en plus vers des objets fermés quand même. Oui, ben oui, l'enjeu économique est fondamental. Attendez. Et non seulement fermé, mais avec l'obsolescence programmée rapide. Et ça, bien sûr, s'il y a une insulte majeure à l'égard de la technique et de l'usager, c'est bien l'obsolescence. L'obsolescence, c'est la mort prématurée de l'objet par dysfonctionnement, par faille technique volontaire. Et l'autre, c'est le mépris de l'usager comme être capable de connaissance et donc d'investissement de l'objet par réparation, par exemple, ou par substitution de pièces disponibles. Et c'est vrai qu'un autre geste de designer, même si le téléphone est un peu cher, là son nom m'échappe, ou le smartphone, il est fait par module. Et voilà. Et si on peut enlever un module et en remettre un autre, ça c'est purement simondonien, par exemple. Là, on est dans une forme de culture technique ouverte. Et je pense que c'est une véritable révolution si on y parvient. Et de contraindre l'industrie à s'y mettre aussi, ça peut être formidable. Parce qu'on ne gagnera pas contre l'industrie, mais si on peut les contraindre à le devenir, ouvert aussi, voilà, ce sera formidable. J'ai une petite question. Oui. Hier soir, je suis allé voir le nouveau Alien. Ah, il ne faut pas tout me dévoiler, je ne suis pas encore allé. Je dévoile le début. Oui. Parce que c'est intéressant. Je l'ai vu en VO. Et en fait, donc il parle vite fait, là il parle à son robot, il lui explique un peu pourquoi on est humain. Donc il dit en anglais, il parle de l'art, il parle du design. Le design était traduit par technique. Et enfin, c'est un peu... d'un côté, c'est bizarre, mais pourquoi en France parce qu'en anglais, ouais, mais to design, en anglais, c'est quand même très vaste. Ça veut dire concevoir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de textes dans lesquels vous avez le mot design et qui ne renvoient pas du tout à ce domaine de pratique lié historiquement à l'esthétique industrielle et ensuite à bien d'autres pratiques, et qui veut dire simplement concevoir. Mais ça veut dire aussi, c'est ça c'est intéressant en anglais, ça veut dire aussi machiner, c'est-à-dire au sens de machination, de manipulation. C'est-à-dire créer un piège pour manipuler quelqu'un, c'est to design. Donc voilà, donc c'est assez intéressant pour cette raison-là aussi. Et puis, alors là, c'est la réception historique en France du mot design qui apparaît d'abord en 1851 avec l'exposition universelle de Londres et le journal, Journal of Design qui a été produit. Et ensuite, en France, comme il y avait une certaine réticence à utiliser les mots anglais, c'est plutôt esthétique industrielle qui s'est imposée parce qu'il y avait art décoratif aussi qui existait ou art appliqué. Et finalement, c'est esthétique industrielle qui s'est imposée. Et même encore dans les années 60-70, les gens comme Patrick Huysmans qui ont écrit un que sais-je qui s'appelle l'esthétique industrielle ne parlent pas de design. Il faut vraiment attendre fin des années 70, début des années 80 pour qu'en France, le mot design commence à s'imposer et à devenir un substitut de moderne ou d'épuré. Parce qu'en fait, quelque chose de design, c'est moderne et épuré, et cher. Sauf peut-être au tout début, parce qu'il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai eu l'occasion d'aller à Ambert. Ouais. Et il y a un musée totalement extraordinaire, justement, du mode d'évolution des objets techniques, oui. et toute l'évolution des tracteurs. Ah oui. Et notamment un tracteur que j'ai trouvé très étonnant, puisqu'au départ, en fait, l'idée c'était de récupérer des châssis de chars pour pouvoir assembler les chenilles et
la possibilité pour les agriculteurs d'aller dans les champs et de pouvoir... Et ça, c'est un objet complètement incongru qui n'a pas duré, puisqu'en fait, il se renversait, il écrasait ce qui conduisait. Et en même temps, c'est une aberration qui est assez étonnante. Et le musée en lui-même est exceptionnel. Si vous avez l'occasion d'y aller à Ambert. Il y a souvent des transferts du monde militaire au monde civil de la technique parce que, comme disait Simondon encore une fois, la technique au sein de la guerre crée une forme de décapage. C'est-à-dire qu'on a besoin de la fonctionnalité pure à ce moment-là. On se débarrasse de toute forme d'ornementation, de toute forme symbolique, apparemment. Évidemment, puisque tout geste humain est éco-techno-symbolique, pour parler comme Augustin Berg, donc on ne peut pas faire autrement. Mais disons qu'il y a des exigences proprement techniques qui font que normalement, on ne va pas mettre de la décoration là où il n'y en a pas besoin. Donc on a une sorte de fonctionnalisme d'évidence. Il faut que ça soit facilement accessible pour remplacer la pièce, il faut que ça corresponde à telle largeur de route ou je ne sais quoi, etc., que ça soit robuste, évidemment. Peu importe la dépense d'énergie presque, parce que quand on voit ce que consomme un char d'assaut, ça veut dire derrière une énorme logistique. Quoi qu'il en soit, le moment guerrier a souvent fait faire des bons à l'histoire des techniques, on est obligé de le reconnaître, c'est quasiment inséparable. Ça ne veut pas dire que c'est le seul moteur de l'invention, pas du tout, mais c'est un moment où on concentre tous les efforts pour avoir la supériorité technique. C'est pour ça que ça va plus vite. Et si on le faisait hors temps de guerre, ça irait aussi vite. Et il y a énormément d'inventions qui n'ont rien à voir avec la guerre, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un moment d'expérimentation, c'est un moment où on concentre les énergies, l'argent, les matériaux. Et donc forcément, en temps de guerre, voilà, beaucoup d'inventions ont lieu. Le sonar, le GPS, j'en passe, tout ça, on est sorti. Oui, bien sûr. Et dans sa fameuse lettre où il vend ses compétences, pour dire qu'il est ingénieur militaire, etc., il commence par toutes ces machines de guerre, et en dernier, il dit « je sais faire des tableaux ». En plus, il avait mauvaise réputation, parce qu'il finissait rien, donc... Il y avait un anthropologue, justement, qui avait parlé de l'évolution des manettes de jeu, et c'était finalement assez darwinien, parce qu'il y avait une évolution qui était optimisée en fonction des fonctionnalités. Soit c'était extrêmement complexe, mais alors c'était très difficile de jouer aux différents jeux, donc c'était pour certains types de jeux, ou alors au contraire très primaire, et puis après il y a une évolution, certains avaient été abandonnés, d'autres conservés, ça a évolué comme des animaux en fait, comme l'évolution d'armes. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de danse esthétique dans la création technique militaire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on pense en fait à l'ensemble des objets techniques qui sont produits par l'industrie militaire, on pense aussi, je pense assez spontanément, à une esthétique, quelque chose de l'ordre de la furtivité, de la rapidité, de la puissance, et on peut y coller rapidement des images stylistiques sur ces valeurs-là. Donc, y compris aujourd'hui ce qu'on appelle un style militaire. On peut avoir des vêtements avec un style militaire. Sachant aussi, je pense par exemple que Hugo Boss avait designé des manteaux des SS. Oui, bien sûr. Donc je pense que derrière, côté militaire, il y a aussi une idéologie, et cette idéologie, elle a besoin d'une esthétique pour être appréciée, valorisée et acceptée. Oui, bien sûr. La dimension esthétique de la guerre est évidente. Il y a, dans la guerre, on tue, on détruit autant qu'on impressionne. Et pour impressionner, on a besoin de mobiliser les éléments esthétiques, ça c'est tout à fait évident. Alors quant à la furtivité précisément, il y a quand même des éléments qui sont purement physiques, qui permettent de repousser l'éco-radar, qui imposent telle configuration formelle. Ensuite, ces formes paraissent nouvelles et impressionnantes et finissent par se diffuser dans la culture et se former comme une recherche de furtivité, et parce que aussi l'effort militaire porte ce qui est le plus pointu d'un point de vue technoscientifique, et comme aujourd'hui notre société l'est largement, elle va puiser là. Ensuite, le fait de porter des vêtements militaires, ça peut être soit une forme d'adoption de cet élément culturel, soit ça peut être une forme de réappropriation d'un signe pour le contester, comme chez les punks et autres. Ça, c'est tout à fait juste, bien sûr. Donc, il y a des éléments qui sont purement physiques, d'autres qui sont purement fonctionnels, et enfin, évidemment, il y a des éléments esthétiques qui rentrent en compte. Je crois que dans la guerre du Vietnam, on balançait du hard rock à fond sur les bateaux pour impressionner les populations locales et montrer que la civilisation américaine allait tout péter. Donc, oui, bien sûr. Mais quand je pense par exemple aux avions de chasse, pour moi, je n'y réfléchis pas plus que ça, mais spontanément, le visage très profilé de l'avion de chasse, me dire qu'il n'y a pas eu de pensée esthétique en amont de la création voudrait dire qu'une pure pensée technique sans esthétique
aurait vraiment donné naissance à un style esthétique indubitable. Donc ce serait quand même très surprenant. Soit ça voudrait dire que c'est le hasard, c'est un hasard un petit peu étonnant, soit ça voudrait peut-être dire qu'il y a quelque chose d'esthétique qui se reconstitue peut-être nécessairement après quelque chose de technique, je ne sais pas. Mais quand je pense encore une fois au visage profilé de l'avion de chasse, le style esthétique de l'avion de chasse, pour moi, il est indubitable. Alors vous parlez des avions à réaction. Je parle des avions, je parle pas... Parce que vous avez, oui, mais vous avez des avions de chasse qui précèdent pendant la Seconde Guerre mondiale qui n'ont pas cette forme, parce que leur vitesse ne l'impose pas. La forme du fuselage extrêmement pointue vient du passage du mur du son. C'est-à-dire que pour éviter les effets de turbulence dus au passage du mur du son, si vous n'avez pas ce profilage, l'avion décroche et s'écrase. Donc là, il y a vraiment des raisons physico-techniques imparables. Oui, donc, mais en fait, je ne remets pas en question, mais la question c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui esthétiquement, je ne sais pas, se reconstruirait nécessairement après, parce que là, pour le coup, le visage profilé des dernières catégories d'avions de chasse, il est esthétiquement très présent dans la tête de chacun. Après, il y a eu des films qui ont été faits dessus et qui ont enjolivé la dimension esthétique. Je parlais de Top Gun tout à l'heure, mais dans d'autres aussi. Je ne sais pas, pour moi, alors il y a peut-être quelque chose qui s'est reconstruit après, je ne sais pas. Mais même quand on pense aux avions militaires qui étaient avant ce style-là, la couleur des avions, le bruit des hélices lorsqu'elles tournent, tout ça correspond à des choses qui sont très esthétisées, mais très fortement esthétisées. Donc là, je me demande si... Je vais être obligé de vous interrompre parce qu'il y a encore d'autres choses dans cette soirée. Je suis désolé, je suis obligé de le faire, puisqu'il y a l'atelier d'Émilie Laura de sérigraphie comestible. Et ensuite, ou presque en même temps, j'allais dire, nous allons vous proposer une performance avec Raphaël Vence, le compositeur qui est là, sur vie et technique. Et donc je ne sais pas du tout l'heure qu'il est.